Regardez ceci. C'est une forteresse qui a résisté aux intempéries et au temps pendant plus de 800 ans. Ces murs ont vu des empires naître et mourir. Maintenant, regardez cela. Voici une structure de moins de 30 ans. Un produit de ce que nous considérons comme de l'ingénierie avancée. Et elle est en train de s'effondrer. Elle se fissure et se désagrège de l'intérieur. Nous sommes une civilisation capable d'envoyer des robots sur Mars et de modifier le code même de la vie. Pourtant, nous construisons nos maisons, nos ponts et nos villes avec un matériau qui semble souvent destiné à s'effriter en l'espace d'une seule génération. Pourquoi? Qu'est-ce que les bâtisseurs de ces châteaux anciens comprenaient que nous avons laissé tomber dans l'oubli? La réponse n'est pas une recette perdue ou un ingrédient secret. C'est quelque chose de plus fondamental, une philosophie de construction complètement différente. Pendant des siècles, nos ancêtres n'ont pas construit pour la force brute, mais pour la résilience. Ils créent des structures qui pouvaient respirer, fléchir et, dans certains cas, même se réparer elles-mêmes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Avant que les maçons médiévaux ne mélangent leurs premiers mortiers ou ne posent leurs premières pierres, ils avaient déjà résolu le problème qui détruit la plupart des structures modernes. Ils l'ont résolu en comprenant ce qu'il ne fallait pas faire. Section U1. Notre dépendance moderne à la rigidité. Pour comprendre la pensée du passé, il faut d'abord examiner le défaut fondamental du présent. Et ce défaut repose sur un matériau que nous voyons partout, le béton de ciment Portland. C'est le fondement du monde moderne. C'est l'échafaudage silencieux et gris de nos villes et autoroutes. Et il y a une raison pour laquelle nous l'avons adopté si massivement. En sortant de la révolution industrielle, le béton semblait être un miracle. Il est rapide, il est prévisible, et en compression, il est phénoménalement résistant. Nous avons mesuré sa valeur en résistance à la compression et son efficacité en fonction de la rapidité avec laquelle il pouvait être coulé. Nous avons construit un monde dans l'urgence et le béton était notre matériau de prédilection. Mais dans cette précipitation, nous avons négligé une faiblesse critique. Nous nous sommes concentrés sur la rigidité, croyant que la meilleure façon de combattre les forces de la nature, tassement du sol, eau et temps, était de créer une barrière inflexible et immuable. Nous avons construit notre monde avec un bouclier rigide. Mais le problème avec un bouclier qui ne peut pas fléchir, c'est qu'au moment où il reçoit un coup qu'il ne peut pas absorber, il se brise. Le mécanisme d'autodestruction que nous avons intégré, le processus de défaillance commence presque immédiatement. Lorsque le béton frais durcit, il se rétracte, créant des fissures microscopiques. Si le sol bouge ou se tasse, la dalle rigide ne peut pas fléchir, elle se fissure donc. Ensuite, l'eau s'infiltre. Dans les climats plus froids, cette eau gèle, se dilate et agit comme un marteau-piqueur, élargissant les fissures de l'intérieur. C'est le cycle gel-dégel. Mais le véritable mécanisme d'autodestruction est quelque chose que nous avons mis là nous-mêmes. Le béton est résistant lorsqu'on le comprime, mais faible lorsqu'on le tire. La solution du XIXe siècle était d'incorporer un squelette de barres d'acier, les armatures à l'intérieur. Le béton gère la compression, l'acier gère la traction. Pendant un moment, ça fonctionne. Mais le béton est poreux, comme une éponge très dense. Avec le temps, l'eau et l'oxygène trouvent leur chemin jusqu'à l'acier. Et quand ils y arrivent, la rouille commence. Ce n'est pas juste un problème esthétique. Le produit de corrosion, la rouille, peut prendre jusqu'à 6 fois le volume de l'acier d'origine. Cette expansion crée une pression interne immense qui attaque le béton précisément à son point faible, sa résistance à la traction. Le béton ne peut pas s'étirer, donc il se brise. Des morceaux se détachent, exposant davantage d'armature, et le cycle s'accélère. Pour couronner le tout, la production de ciment Portland contribue largement aux émissions mondiales de dioxyde de carbone, représentant jusqu'à 8% du total mondial. Nous en sommes donc venus à compter sur un matériau qui n'est pas seulement structurellement fragile, mais qui a aussi une relation fragile avec notre planète. Et tandis que les grands ponts et bâtiments sont souvent conçus pour des durées de vie de 50 ou 100 ans, de nombreux éléments en béton plus courants commencent à montrer des signes de dégradation significatifs bien plus tôt, parfois en seulement 15 ans. Section 2. La solution médiévale a commencé sous terre. Si notre approche moderne de construction rigide et scellée présente de telles failles profondes, quelle était l'alternative? Pour trouver la réponse, il faut remonter à une époque antérieure au ciment Portland et au renforcement en acier. Il faut examiner le travail des maçons médiévaux. Ils avaient une philosophie profondément différente. Ils ne voyaient pas leurs structures comme des objets statiques en guerre contre la nature. Ils les voyaient comme des systèmes qui devaient travailler avec les forces environnantes. Et leur premier geste? Ils creusaient. Secret numéro 1. Construire sur les os de la terre. Avant que les maçons médiévaux ne posent une seule pierre, ils creusaient. Pas seulement pour niveler le sol, mais pour atteindre la roche-mère elle-même. Lorsque les bâtisseurs ont commencé la construction du château de Hereford en Angleterre, ils ont excavé jusqu'à 2,40 m de profondeur, jusqu'à ce qu'ils atteignent la roche solide.
Ils ont nivelé cette surface rocheuse et ont construit directement dessus. Pas de dalle de béton, pas d'armature, juste de la pierre sur de la pierre, maintenue par la gravité et des siècles de pression accumulée. Ce n'était pas aléatoire, c'était une précision d'ingénierie. Ils comprenaient quelque chose que les ingénieurs modernes calculent avec des ordinateurs. La fondation la plus solide n'est pas une fondation du tout, c'est la terre elle-même. Les maisons modernes, nous construisons sur un sol compacté. Même avec des semelles en béton, le sol en dessous se tasse avec le temps. Des fissures se forment, les murs bougent, les portes cessent de se fermer correctement. Les châteaux médiévaux n'avaient pas ce problème. Leur fondation était littéralement les os de la terre. La roche-mère ne se tasse pas. La roche-mère ne bouge pas. Et 800 ans plus tard, ces structures se trouvent exactement là où elles ont été placées. Secret numéro 2. L'ingénierie invisible, mais atteindre la roche-mère n'était que la moitié de la bataille. Les ingénieurs médiévaux comprenaient que l'eau, et non les armées envahissantes, était la véritable menace pour leurs fortifications. Avant qu'une seule pierre de mur ne soit posée, ils concevaient des systèmes de drainage élaborés. Des tranchées profondes étaient creusées autour du périmètre des fondations et tapissées d'argile pour créer des canaux imperméables. Celles-ci dirigeaient l'eau de pluie et les eaux souterraines loin de la structure, empêchant la pression hydrostatique qui détruit les fondations en béton moderne. À l'intérieur de ces tranchées, ils plaçaient des couches de gravier. Ce que nous appellerions aujourd'hui un drain français, bien que la technique soit vieille d'au moins 700 ans de plus que son nom ne le suggère. Cette couche de gravier permettait à l'eau de s'écouler librement sous la structure sans jamais toucher les pierres porteuses. Comparez cela à une maison moderne. Nous coulons une dalle de béton et espérons que notre pompe de puisard ne tombera pas en panne. Les ingénieurs médiévaux construisaient des systèmes passifs qui ne nécessitaient ni électricité, ni pompe, ni entretien. 8 siècles plus tard, ils fonctionnent encore, les douves que nous considérons comme des éléments défensifs. Elles étaient aussi des systèmes de drainage de débordement. Lorsque de fortes pluies arrivaient, l'eau s'écoulait dans la douve plutôt que de s'accumuler contre les murs de fondation. Des gouttières en pierre et des descentes d'eau dirigeaient l'eau du toit loin de la structure. Chaque élément fonctionnait ensemble comme un système conçu autour d'un principe simple, garder l'eau loin des fondations. Les fondations en béton moderne échouent principalement à cause de l'infiltration d'eau. Les fondations médiévales n'ont jamais eu ce problème parce que l'eau ne les atteignait jamais. Si cette ingénierie vieille de 800 ans résout des problèmes qui nous affligent encore aujourd'hui, pensez à tout ce que nous avons oublié. Cette chaîne existe pour découvrir ces techniques perdues et les tester face aux méthodes modernes. Nous fouillons dans les articles universitaires, les rapports archéologiques et les archives historiques pour vous apporter des connaissances pratiques qui fonctionnent réellement. Si vous voulez voir plus de technologies oubliées comme celle-ci, cliquez sur le bouton j'aime. Cela indique à YouTube de montrer ces vidéos à plus de personnes qui ont besoin de cette information. Et si vous appréciez cette plongée profonde dans l'ingénierie médiévale, abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Maintenant, parlons de ce que les maçons médiévaux faisaient avec les matériaux eux-mêmes. Section 3. La philosophie du matériau. Une fois qu'ils avaient atteint la roche-mère et conçu leur drainage, les maçons médiévaux se tournaient vers les matériaux. Et c'est là que leur philosophie devient vraiment radicale. Leur outil principal était un matériau qui était par conception souple et indulgent, le mortier de chaux. Le maillon intentionnellement faible, pendant des millénaires, le mortier de chaux était le principal agent liant utilisé dans le monde entier. Il commence sous forme de calcaire, qui est brûlé dans un four pour créer de la chaux vive. Celle-ci est ensuite éteinte avec de l'eau pour former une pâte molle appelée pâte de chaux, puis finalement mélangée avec du sable. Contrairement au ciment Portland, qui durcit rapidement par une réaction chimique, le mortier de chaux durcit par un processus doux appelé carbonatation. Il réabsorbe lentement le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour redevenir du calcaire. Cela peut prendre des mois, voire des années. En fait, lorsque les chercheurs analysent le cœur d'un mur médiéval exceptionnellement épais, ils peuvent parfois trouver des poches où la chaux, protégée du dioxyde de carbone atmosphérique, est restée relativement molle et non carbonatée même après 800 ans. Pour un ingénieur moderne, cela ressemble à un défaut. Pour le maçon médiéval, c'était le but. Cette lenteur était une caractéristique, pas un défaut. Elle produisait un matériau avec deux propriétés clés, la respirabilité et la flexibilité. Premièrement, la respirabilité. Le mortier de chaux est perméable à la vapeur. C'est comme une veste technique pour un mur de pierre. Il permet à la vapeur d'humidité de passer et de s'échapper, empêchant l'eau d'être piégée à l'intérieur, la principale cause de dommages dus au gel et de dégradation. Le mortier de ciment moderne, en revanche, est nettement plus dense et moins perméable à la vapeur. Lorsqu'il est utilisé pour réparer de vieux bâtiments en pierre, il peut agir comme une barrière non respirante,
piégeant l'humidité à l'intérieur du mur et causant la dégradation des pierres historiques elles-mêmes. Deuxièmement, et plus important encore, la flexibilité. Le mortier de chaux est intentionnellement plus mou que les pierres qu'il maintient ensemble. Cela semble contre-intuitif. Pourquoi utiliser une colle plus faible? Parce que son rôle n'est pas de créer un bloc géant et rigide. Son rôle est d'être un coussin sacrificiel. Lorsqu'un mur médiéval se tasse ou se dilate avec les changements de température, le mortier de chaux souple absorbe le mouvement. Il peut développer de minuscules fissures, mais celles-ci restent dans les joints de mortier, laissant les pierres intactes. Le mur fléchit comme un système d'unités individuelles au lieu de se briser comme une masse unique. Le mortier est un réseau d'amortisseurs intégrés, secret numéro 3. Le noyau composite. Lorsque vous regardez un mur de château médiéval, ce que vous voyez est trompeur. Les pierres extérieures lisses suggèrent une construction solide de bout en bout. Mais coupez à travers l'un de ces murs, et vous découvrez quelque chose de surprenant. Ils ne sont pas solides du tout. Les murs médiévaux étaient construits en 3 couches. Les faces extérieures utilisaient des pierres de taille soigneusement taillées, des blocs coûteux et précisément façonnés qui présentaient une façade imposante. Mais entre ces faces, des gravats, des morceaux de pierre irréguliers liés ensemble avec du mortier de chaux, créant ce que les ingénieurs aujourd'hui appelleraient une structure composite. Ce n'était pas une façon de rogner sur les coups, c'était de l'ingénierie brillante. Le noyau de gravat servait à plusieurs fins. Puis, il offrait un excellent drainage, car l'eau pouvait suinter à travers les interstices irréguliers, où il absorbait les mouvements et les tassements sans se fissurer. Il créait plusieurs plans de fracture. Si la contrainte s'accumulait dans une zone, le mur redistribuait cette force à travers les gravats, plutôt que de créer une seule fissure catastrophique. Les murs de béton modernes sont monolithiques, une seule pièce solide, ce qui signifie que lorsqu'ils échouent, ils échouent complètement. Les murs médiévaux étaient conçus pour fléchir, bouger et survivre. Section 4. La découverte de l'auto-guérison, la flexibilité et la respirabilité sont déjà remarquables. Mais le véritable secret de ces matériaux anciens est quelque chose qui ressemble à de la science-fiction. Ils pouvaient se réparer eux-mêmes. Comment est-ce possible? La réponse est la chimie. Une chimie brillante et intuitive que la science moderne commence seulement maintenant à pleinement comprendre, grâce à des recherches pionnières menées par des institutions comme l'Institut de technologie du Massachusetts. La connexion romaine, la percée dans la compréhension est venue de l'étude du béton romain ancien, le prédécesseur du mortier de chaux médiéval. Pendant longtemps, les chercheurs ont été intrigués par de petits morceaux blancs appelés clastes de chaux trouvés dans le mortier. Ils étaient souvent considérés comme des signes de mauvais mélange, mais une équipe de chercheurs du MIT a soupçonné quelque chose de plus. Il semblait peu probable que les Romains fassent constamment la même erreur dans leurs structures les plus durables. Ce qu'ils ont découvert bouleverse des siècles d'hypothèses. Les preuves indiquent un processus appelé mélange à chaud. Au lieu d'utiliser de la pâte de chaux préalablement éteinte, les bâtisseurs romains mélangeaient souvent de la chaux vive hautement réactive directement avec de la cendre volcanique sèche. Lorsque de l'eau était ajoutée à la fin, le mélange chauffait intensément, parfois au-delà de 200 degrés Celsius. Ce processus créait non seulement des composés chimiques uniques, mais laissait également derrière lui de petites poches friables et encore hautement réactives de chaux dans le mortier durci. C'étaient les clastes de chaux. Ce n'était pas une erreur, c'était un mécanisme de réparation ingénieux. Maintenant, imaginez qu'une fissure se forme dans la structure. L'eau de pluie, l'ennemi du béton moderne, s'infiltre. Lorsqu'elle touche l'un de ces clastes de chaux dormants, la chaux réactive se dissout en une solution riche en calcium. Cette solution s'écoule dans la fissure. Lorsque l'eau s'évapore, le calcium recristallise, formant du nouveau carbonate de calcium. Il fait littéralement pousser de la nouvelle pierre à l'intérieur de la fissure, la scellant. La fissure n'est pas seulement comblée, elle est chimiquement recollée. Cette découverte a conduit les chercheurs à réexaminer les mortiers de chaux médiévaux, à la recherche de parallèles. Bien que les pratiques n'étaient pas identiques, le principe sous-jacent, la présence de chaux réactives, offre une explication convaincante de la longévité de nombreuses structures ultérieures également. Le très agent de destruction pour notre monde moderne, l'eau était l'agent de guérison. Ils n'ont pas conçu un matériau qui ne se briserait jamais. Ils ont conçu un matériau qui savait comment se briser et, plus important encore, comment se réparer lui-même. Ils ont conçu pour la résilience, pas seulement pour la résistance. Si vous trouvez ce regard sur l'ingéniosité historique aussi fascinant que moi et que vous voulez voir davantage de technologies oubliées mises en lumière, prenez un moment pour vous abonner. Cela nous aide à creuser plus profondément dans ces histoires. Section 5. Étude de cas sur l'endurance. Cette philosophie est gravée dans la pierre à travers le monde, dans des structures qui sont encore debout et utilisées aujourd'hui. Étude de cas 1. Les châteaux de l'Europe médiévale. Revenons aux châteaux comme Hereford en Angleterre. Pendant plus de 800 ans, ces murs ont enduré le climat humide britannique.
Leur longévité est un témoignage direct de chaque principe que nous avons discuté, des fondations sur roche-mère qui ne se tassent jamais, des systèmes de drainage qui fonctionnent encore, des joints de mortier de chaux qui ont fléchi avec des siècles de changements de température, un mortier respirant qui a évacué des siècles de pluie, ou des propriétés d'auto-guérison qui ont scellé les micro-fissures avant qu'elles ne deviennent catastrophiques. Étude de cas 2. Les cœurs de terre de la Grande Muraille. En Orient, une philosophie similaire a été réalisée avec un matériau encore plus simple, la terre. Pour de longues sections de la Grande Muraille de Chine et les fondations de la Cité interdite, les bâtisseurs ont utilisé la terre battue. Cela implique de compacter le sol local en couches à l'intérieur d'un cadre jusqu'à ce qu'il devienne aussi dur que la pierre. Comme le mortier de chaux, la terre battue respire, régulant naturellement l'humidité. Les fondations de la Cité interdite, construites au XVe siècle, ont supporté son poids immense pendant plus de 600 ans. Bien que de nombreuses sections de la Grande Muraille aient inévitablement érodé au fil des siècles et nécessité une stabilisation, l'endurance pure du matériau d'origine témoigne de la technique. Étude de cas 3. Le génie invisible du mur de pierre sèche, peut-être les exemples les plus profonds sont les murs de pierre sèche qui traversent les paysages d'endroits comme l'Irlande et les dalles du Yorkshire. Un mur de fermier peut tenir pendant 500 ans sans mortier et sans fondation moderne. Il survit parce qu'il est en conversation avec le sol. Il fléchit, il respire et il laisse l'eau de crue passer sans danger à travers ses interstices, soulageant la pression qui détruirait une barrière solide. C'est l'épitome de la résilience par l'adaptation. Étude de cas 4. La structure flexible de l'église en bois de boue de Borgund. Notre dernier arrêt se trouve en Norvège, à l'église en bois de boue de Borgund, construite vers l'année 1200. C'est un chef-d'œuvre de menuiserie qui semble presque vivant. Sa longévité vient d'un système holistique de flexibilité. La charpente en bois est un cours magistral d'assemblage, utilisant des chevilles en bois et des joints complexes qui permettent à toute la structure de bouger légèrement lors de vents violents. Les poteaux en bois reposent sur des socles en pierre, isolant le bois de l'humidité du sol. L'ensemble du bâtiment a survécu à plus de 800 hivers norvégiens rigoureux, non pas en résistant aux éléments, mais en bougeant gracieusement avec eux. Section 6. Secret numéro 4. La patience que nous avons perdue. Il y a un autre secret de la durabilité médiévale qui n'a rien à voir avec les matériaux et tout à voir avec le temps. Et la construction médiévale était saisonnière. Les bâtisseurs travaillaient du printemps à l'automne, puis s'arrêtaient. Pas à cause de conflits du travail ou de budget, mais parce que le mortier de chaux l'exigeait. Le mortier avait besoin de conditions chaudes et sèches pour durcir correctement. La pluie pouvait l'emporter avant qu'il ne prenne. Une chaleur extrême dessécherait les pierres trop rapidement, empêchant une liaison appropriée. Les maçons médiévaux construisaient donc selon le calendrier de la nature, pas selon le calendrier d'une entreprise de construction. Un seul mur de château pouvait prendre 3 ans pour être terminé, avec des travaux s'arrêtant chaque hiver. Le processus de durcissement lent du mortier de chaux signifiait que seule une hauteur limitée pouvait être construite en une journée avant de devoir attendre que le mortier prenne, parfois jusqu'à une semaine. Si vous continuez à construire avant que le mortier ne soit pris, le poids des murs pousserait le mortier vers l'extérieur et il ne resterait presque rien pour maintenir le mur ensemble. Aujourd'hui, nous coulons du béton lors des tempêtes de neige de janvier en utilisant des accélérateurs chimiques. Nous planifions les coulages de fondation en fonction de la disponibilité des entrepreneurs, pas des conditions optimales. Nous avons gagné en vitesse, nous avons perdu en patience, et nos structures le montrent. Section 7. Pourquoi avons-nous abandonné cette sagesse? Cela nous amène à la question la plus déconcertante. Si ces méthodes étaient si supérieures en termes de longévité, pourquoi avons-nous cessé de les utiliser? La réponse, en un mot, est la vitesse. La révolution industrielle a inauguré un nouveau paradigme avec un nouvel ensemble de valeurs. Production de masse, urbanisation rapide et infrastructure à une échelle sans précédent. L'approche lente, saisonnière et artisanale du maçon médiéval n'était pas compatible. Le mortier de chaux nécessite une main-d'œuvre qualifiée et du temps pour durcir. L'excavation jusqu'à la roche-mère coûte cher. Les systèmes de drainage demandent de la planification. Le ciment Portland, breveté en 1824, était le matériau parfait pour ce nouvel âge. Il pouvait être produit en masse, coulé par une main-d'œuvre moins qualifiée, et il durcissait en heures ou en jours, pas en mois. Nous avons gagné la capacité de construire des villes à une vitesse autrefois inimaginable. Ce faisant, nous avons créé un environnement bâti avec une obsolescence inhérente, un héritage d'infrastructures dans un état constant de dégradation qui nécessite un investissement stupéfiant et sans fin dans les réparations. Nous n'avons pas perdu les secrets anciens. Nous avons simplement donné la priorité à autre chose.
Construire l'avenir à partir du passé. Nous avons commencé avec deux images, le château durable et le mur qui s'effrite. Depuis 2 siècles, nous avons massivement choisi la voie du mur qui s'effrite. Nous faisons maintenant face aux conséquences, des infrastructures défaillantes et le fardeau environnemental immense de notre matériau le plus utilisé. La solution n'est pas d'abandonner la technologie moderne et de revenir à la construction de châteaux à la main. C'est d'apprendre, de redécouvrir et d'intégrer. La réponse à nos problèmes futurs réside peut-être dans cette sagesse de notre passé, et cela commence déjà à se produire. La recherche sur les mortiers anciens a suscité un domaine de recherche dynamique sur les bétons intelligents qui peuvent réparer leurs propres fissures. Bien qu'encore largement dans le domaine de la recherche et des applications de niche, ces matériaux sont une traduction directe de ce principe ancien. Les architectes et les bâtisseurs redécouvrent les matériaux à base de chaux, non seulement pour la restauration, mais pour créer de nouveaux bâtiments modernes et durables. Les techniques qui ont construit ces merveilles intemporelles n'étaient pas un pas en arrière. Elles sont un guide vers un avenir plus résilient et durable. Le grand secret n'est pas de rejeter le nouveau, c'est de montrer enfin du respect pour la sagesse intemporelle qui est construite, littéralement dans les structures les plus durables du monde. Quelles autres technologies anciennes pensez-vous détenir des leçons pour notre monde moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ce voyage dans le passé pour trouver des solutions pour l'avenir, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour en voir davantage.